Bienvenue dans ce premier épisode de Problèmes de riches. Alors pourquoi on a lancé ce podcast? Tout simplement pour nous adresser à des personnes qui ont un plus gros enjeu patrimonial. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu sur l'éducation financière pour aider les gens à se lancer, à investir, à pas faire trop d'erreurs, etc. Mais le truc, c'est que plus on a d'épargne et plus on a d'enjeux. Et qu'on soit entrepreneur, salarié, héritier, peu importe, quand tu commences à avoir un certain niveau d'épargne, tu vas commencer à te poser des questions qui sont différentes, des questions déjà de protection, des questions de diversification, des questions de transmission, etc., etc. Et dans la diversification, il y a une question que avec Lucas on reçoit pas mal en ce moment, c'est la question de l'or, parce que évidemment l'or c'est considéré, on en reparlera comme une valeur refuge, on va voir si c'est vraiment le cas ou pas. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut de l'or dans un patrimoine? L'or a complètement explosé depuis 5 ans et donc, est-ce que c'est trop tard pour acheter de l'or? Si c'est pas trop tard, est-ce qu'il faut en acheter aujourd'hui? Comment on en achète? Quelles erreurs il faut pas faire? Et d'une manière générale, on a pas mal de choses à dire sur l'or, parce qu'avec Lucas, pour le coup, dans le cabinet, les clients qu'on accompagne, c'est une problématique qu'ils ont tous et une question qui se pose tous. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à tout ça. Lucas, peut-être est-ce que en quelques mots, tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas et ceux qui n'ont pas suivi, on va dire, toute l'aventure qu'on a créée depuis plusieurs années. Ouais, bien sûr. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Lucas Martin Sénéchal. Je suis référent au sein de l'Académie, notre école en ligne et notre accompagnement qui consiste à accompagner les personnes à développer leur patrimoine sur les marchés financiers. Et je suis également conseiller en investissement financier à côté, spécialisé en allocation de capital sur les marchés financiers dans notre cabinet de conseil en gestion de fortune, qu'on a lancé assez récemment, donc Vassal Capital. Et voilà. Ouais. Merci. Lucas, c'est justement, tu as parlé d'allocation de capital tout à l'heure. Tout ce qui concerne les classes d'actifs spécifiquement, tu es quand même une pointure là-dedans. Je dirais que tu manges ça, on va dire, du matin au soir. Donc ce sera très intéressant d'avoir ton avis sur la question. Et je pense que ça peut aider pas mal de monde. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a pas mal d'actualités là sur l'or, dont une ce matin qu'on a étudiée. Mais d'une manière générale, l'or a clairement flambé depuis 5 ans, particulièrement, je dirais, depuis 18 mois. C'est quoi un peu ton avis sur la question déjà? Ouais, bah alors par rapport à l'or, c'est vrai que c'est un gros sujet d'actualité en plus. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près deux écoles. Euh, il y a l'école Warren Buffett et il y a l'école Ray Dalio. Donc deux grosses pointures aussi, de gros investisseurs, gérants de fonds qui sont très connus et qui ont un historique incroyable au niveau de leur parcours financier et entrepreneurial. L'école de Warren Buffett, c'est plus de se dire, ok, l'or, pourquoi est-ce que j'en achèterais finalement? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'inconvénients. C'est un actif qui crée pas de valeur en soi. On a juste pour objectif de le revendre plus cher quand on l'achète. Donc ça, c'est un peu le raisonnement très basique, très simple finalement de Warren Buffett, et c'est un peu son école. Ensuite, il y a un peu l'autre école, celle de Ray Dalio. Et Ray Dalio, lui aussi très clivant, mais dans l'autre partie, on va dire. Il y a une citation très connue de Ray Dalio qui dit que celui qui possède pas d'or dans son patrimoine ne connaît rien à l'histoire économique. Donc c'est assez clivant là aussi, mais vraiment de l'autre côté. Donc il y a vraiment ces deux écoles-là. Et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec l'or, l'or explose. On va voir que c'est vraiment, on va voir pourquoi il a explosé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais on peut se poser la question d'investir dans l'or. Et là, c'est pour vraiment recontextualiser ces deux écoles-là principalement. Aujourd'hui, peut-être pour ajouter un petit peu du contexte sur pourquoi l'or a autant explosé, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que faut différencier, on va dire, deux types d'actifs. On va avoir les actifs qui sont risqués et les actifs qui sont peu risqués. Donc, ce qu'on appelle les risk-on et les risk-off. Aujourd'hui, les actifs risk-on, et avec tout ce qui se passe, notamment depuis 2022, on a eu la guerre en Ukraine, on a des tensions géopolitiques, notamment avec Trump l'année dernière, avec les tarifs douaniers, etc. On a plein de news, entre guillemets, négatives et de tensions géopolitiques, macroéconomiques qui peuvent qui submergent, qui arrivent en fait, et on observe un peu ce déplacement des capitaux du risk-on au risk-off, donc des actifs risqués vers les actifs qui sont moins risqués. Et les actifs moins risqués, on va avoir notamment les obligations, on va avoir aussi l'or notamment qui est considéré comme une valeur refuge, et on observe en fait que les banques centrales, notamment depuis 2022,
achètent massivement de l'or. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir ce que font réellement les banques centrales parce que ça relève, enfin, ça reste des estimations. On a les achats qui sont déclarés par les banques centrales, mais on a aussi les achats qui sont pas déclarés et auxquels justement il faut se référer à des estimations. Et donc depuis 2022, on a vraiment les banques centrales qui achètent massivement de l'or. Euh, et ça, vraiment, je crois qu'on est à hauteur de 1000 tonnes par an depuis 2022, ce qui est énorme par rapport à l'historique. Je crois que c'est 2 fois ou trois C'est fois deux fois plus, plus. Ouais. voilà, qu'habituellement. Donc c'est quand même énorme. Et aussi, on observe que les investisseurs achètent massivement de l'or via notamment des fonds qui sont adossés à la matière première. Donc, selon les estimations, aussi, ça c'est vraiment une news qu'on a lue ce matin. Et encore une fois, ça relève d'estimations parce que on n'est pas certain. Enfin, il y a les achats déclarés et non déclarés par les banques centrales, etc. Mais selon des estimations, l'or serait devenu la première réserve de valeur aujourd'hui mondiale devant le dollar. Donc ça, c'est quand même enfin, c'est quand même une news qui est très importante, impactante et et qui marque finalement l'histoire, quoi. Donc voilà un peu pour introduire le sujet, recontextualiser sur tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va pouvoir en parler, mais euh, mais ouais. Ah mais ça, bah, pour essayer un peu d'imager le truc, merci franchement Lucas pour toutes ces infos parce que en gros, la news là, au moment où vraiment on tourne le podcast, c'est sorti là. L'or est devenu la première réserve de valeur devant le dollar. Depuis 2022, il y a une perte de confiance énorme dans le dollar, donc dans les bons du trésor, etc. Et c'est dû à deux choses, principalement. En gros, la première, c'est que l'or a pris de la valeur. Donc l'or a complètement explosé. L'or a fait à peu près x2, on va dire, en quelques années. Et d'autre part, les banques centrales achètent de plus en plus d'or. Et ce que tu décris avec le risk on, risk off, c'est très important parce que, en fait, pourquoi l'or explose, en gros, hein, si vraiment on doit imager, c'est tout simplement parce qu'il y a une perte de confiance dans les marchés très risqués, entre guillemets, qu'on pourrait retrouver par exemple dans les actions, etc. Et donc on va tous, hein, les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers, les banques centrales, etc., vont de plus en plus se protéger avec des valeurs refuges, entre guillemets. Et l'or est la plus vieille des valeurs refuges. L'or, ça existe depuis l'Antiquité, en gros, hein, et s'il y a bien un truc, entre guillemets, qu'on peut lui accorder, c'est que peu importe les crises, les conditions macroéconomiques, les guerres, tout ce qui a pu se passer depuis 2000 ans, l'or a toujours été là et probablement que l'or continuera d'être là. Et justement, est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques chiffres, on va dire très concrets, sur cette fameuse hausse de l'or? Pour vraiment donner quelques chiffres, pour donner une idée, un lingot d'or, si on prend par exemple 2022-2023, ça coûtait aux alentours de 60 000 euros, un lingot d'or donc. Aujourd'hui, au moment où on tourne, fin février 2026, ça coûte 140 000 euros. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait presque x2, plus que x2 finalement en 2 ans, un peu moins de 2 ans, aussi un peu plus de 2 ans peut-être. Donc c'est énorme effectivement. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions. Voilà, est-ce qu'il faut investir dans l'or aujourd'hui? Est-ce que c'est pas trop tard? Finalement, c'est comme un peu le raisonnement qu'on a aussi avec toutes les classes d'actifs, hein. Quand on voit qu'on est au plus haut, est-ce qu'il faut acheter la classe d'actifs ou est-ce qu'il faut attendre finalement de, 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 de passer potentiellement à côté de quelque chose ou attendre finalement peut-être une correction sur deux choses. Donc c'est finalement très, enfin c'est une classe d'actifs, l'or qui est comme toutes les autres aussi, hein, mais très imprévisible, mais je dirais plus que toutes les autres parce que encore si on regarde c'est pas les actions, on sait que c'est corrélé aux bénéfices des entreprises et on sait que les bénéfices des entreprises augmentent sur le long terme. C'est vrai que, que pour l'or, pour le coup, c'est beaucoup plus imprévisible parce que c'est tout, enfin, ça tourne autour de l'environnement macroéconomique, géopolitique, et ça, il y a, enfin, une multitude de scénarios possibles. Donc finalement, c'est quelque chose qui est impossible à prévoir. Et donc ouais, donc plus de x2 finalement en 2 ans, ce qui relève d'une performance énorme, hein. C'est clair. Ben justement, ça, on va répondre à la question après. En tout cas, on va donner notre avis. Est-ce qu'il faut acheter de l'or ou pas? Aujourd'hui, est-ce que c'est pas trop tard, très concrètement? Peut-être avant ça, à mon avis, un sujet qui serait intéressant d'aborder, c'est est-ce que l'or, d'une manière générale, c'est un bon investissement? Parce que tu vois, typiquement, là, tu as dit un truc qui est important. L'or ne produit pas de valeur. Quand on achète un appart qu'on met en location, bah, c'est très simple. On achète un actif, hein, donc un bien immobilier, un appartement, là en l'occurrence. Donc cet actif
effectivement, va prendre de la valeur, mais surtout cet actif produit des loyers en fait, donc il va produire quelque chose. Donc à partir du moment où vous achetez l'appart, vous allez le mettre en location et donc vous allez recevoir des rentes. Plein de manières de recevoir des rentes, hein, soit des dividendes par exemple avec des actions, soit des intérêts avec des obligations, soit des loyers avec de l'immobilier. Mais dans le cas de l'or, on est vraiment sur quelque chose de différent. Pour toi, est-ce que l'or, objectivement, déjà, c'est un bon investissement? Ensuite, bien sûr, on verra si aujourd'hui il faut en acheter ou pas. Euh, est-ce que c'est un bon investissement? Je dirais que, en fait, l'or, si on regarde vraiment les avantages, les inconvénients, etc., c'est un actif qui a peu d'avantages et pas mal d'inconvénients quand même, quand on regarde. Peu d'avantages dans le sens où bon, le seul avantage qu'il a, c'est que bon, il a quand même une certaine rentabilité si on regarde voilà depuis les années 80, mais encore ça dépasse pas la rentabilité des actifs les plus performants comme les actions, le private equity, ce genre de choses, tout ce qui relève aux entreprises finalement. Euh, donc il y a quand même une certaine rentabilité, mais c'est voilà le seul on va dire avantage qu'il y a derrière. Il y a d'autres inconvénients finalement qui sont pas des moindres, notamment la volatilité. La volatilité, c'est un inconvénient qui est extrêmement fort pour l'or, parce qu'en fait, on dit souvent que c'est une valeur refuge. Et oui ou non, on pourra répondre à cette question, mais en tout cas, c'est un actif qui est extrêmement volatile. Pour donner un exemple, entre les années 80 et 2010, on est sur une performance de zéro au niveau de l'or. C'est-à-dire que l'or, entre les années 80, le plus haut des années 80, jusqu'aux années 2010, on est à 0% de performance. Et ça, on n'est même pas en train de calculer net d'inflation. Ça veut dire que si on compte l'inflation, il faut attendre encore plus longtemps. Donc très volatile finalement. C'est aussi un actif qui est finalement quand on le détient en physique, il faut le stocker. Donc, ça veut dire que si on l'a pas au travers de fonds de gestion, ce genre de fonds adossés à l'or, euh, sur lesquels on va payer des frais de gestion finalement, on a d'autres frais de gestion indirects qui sont les coûts de stockage de l'or quand on les détient en physique, quand on le détient en physique. Et donc c'est un passif, et là aussi il faut dépenser de l'argent, donc il faut quand même avoir une certaine somme en or pour se dire qu'on va combler le passif que ça va nous coûter. Donc là aussi c'est un inconvénient. Pour redonner un exemple concret qu'on a eu justement avec peut-être un de nos clients au sein de notre cabinet, qui avait en fait investi aux alentours de 2012-2013 dans l'or, parce que c'est vrai que c'était un actif qui a pris énormément en valeur, notamment entre les années 2000 et 2010, là où les actions justement n'étaient pas très favorables. Euh, il a investi aux alentours de 2012-2013 environ 50 000 euros dans l'or, donc via des fonds, principalement via des fonds. Parce que donc ça avait bien performé ces dernières années. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, 2012-2013, on était, alors je sais pas si on était au pic, mais il me semble qu'on était aux alentours de ça, hein. C'était vraiment, on était au plus haut au niveau de l'or. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, aux alentours de 2015, il est passé de 50 000 euros, donc en 2 ans, à 30 000 euros. Parce que l'or a chuté de 40%. Et il a pris 12 ans, donc jusqu'en 2024, à peu près, je crois, peut-être 2023-2024, pour retrouver ses plus hauts. Donc c'est plus haut, donc au bout de 12 ans quand même, hein, il a fallu attendre 12 ans pour retrouver son capital de départ. Et là, encore une fois, on ne prend pas en compte l'inflation. Donc c'est un actif, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, qui est très volatile et qui peut mettre des années à retrouver une forme de rentabilité, à être rentable. Et là, voilà, c'est entre 2012 et 2024. Mais si on prend l'exemple des années 80, c'est 30 ans qu'il aurait fallu attendre. Donc Mm. c'est vraiment des cycles qui sont très très longs. C'est ça qu'on peut observer. Parfois des cycles baissiers et des cycles haussiers. Sur le très long terme, sur vraiment enfin, une durée de temps qui est très longue, l'or s'apprécie. Mais on a quand même cet inconvénient de se dire que entre deux cycles, qui peut durer quand même plus de 10 ans, on peut ne pas être rentable en fait. Et Mm. ça, dans le cadre quand on souhaite faire croître son patrimoine, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite. Et donc, voilà, c'est quand même quelque chose. C'est un point important à souligner, quoi. Et dans le cas, parenthèse hein, rapide, mais dans le cas de notre client, euh, il a acheté 50 000 euros d'or, ce qui correspondait, je sais plus c'est toi qui as le chiffre exact, mais je crois à l'époque à 8% de son patrimoine. Euh, 50 000 euros qui passent à 30 000. Ça, précisons-le, parce que
tu l'as pas dit, mais ça, c'était sous les conseils de son conseiller en gestion de patrimoine. Parce que son conseiller en gestion de patrimoine lui avait dit, oui, oui, vous inquiétez pas, ça va continuer d'exploser, on est qu'au début du cycle, etc., etc. Et c'est une parenthèse qui est très rapide, mais faites vraiment gaffe parce que c'est votre argent. Donc faites vraiment gaffe au conseiller en gestion de patrimoine, au conseiller financier. Même nous, quand vous écoutez ce podcast, hein, globalement, les informations, vous devez vraiment les filtrer parce que quand vous avez de l'argent, quand vous avez un gros montant et quand vous épargnez un gros montant, bah finalement les conseilleurs sont pas les payeurs. Et dans le cas de l'or, nous on va vous dire un petit peu notre philosophie à la fin, que ce soit pour l'or et d'une manière générale pour toutes les classes d'actifs. Mais il faut vraiment pas faire d'erreur parce qu'on pourrait se dire oui mais c'est pas grave, c'est un investissement long terme. Sauf que attention, si vous avez vraiment cette optique d'investissement long terme, bon bah il y a des actions. Les actions c'est beaucoup plus rentable et si vous êtes ok avec perdre 40%, bah autant investir dans des actions parce que c'est ce qu'on va retrouver par exemple sur la crise des subprimes, moins 40%, mais c'est ce qu'on retrouve dans un S&P 500 qui fait du 10% par an. Par contre, dans le cas de l'or, au contraire, on cherche à se protéger. On est vraiment sur un actif qui est défensif. Et donc, quand on cherche à se protéger, généralement, en tout cas nous c'est le cas des clients du cabinet, bah généralement l'idée c'est justement d'éviter ce type de volatilité de moins 40% en quelques années. Donc faites quand même très attention, les conseillers sont pas les payeurs, même nous quand vous nous écoutez, faites attention, filtrez ça bien évidemment, et surtout sur votre conseiller en gestion de patrimoine, on le voit un petit peu comme le médecin de la finance, c'est pas du tout le cas, et quand il s'agit d'argent, bah faites quand même très 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 attention à ça. Et la volatilité dont tu parles, moi je trouve que c'est super important. C'est un inconvénient qui est assez étrange de l'or parce que c'est une valeur qui est censée être refuge. Donc on est censé se dire bon bah ok ça nous protège, mais pourtant on peut avoir des énormes pans de volatilité dans un sens, mais évidemment comme dans l'autre. Je sais pas, est-ce que tu as un exemple d'un moment où effectivement ça aurait été super intéressant d'investir dans l'or pour contrecarrer on va dire un petit peu ça. Bah, ouais, non, mais complètement. Bah, par exemple, entre les années 2000 et 2010, là où on a eu la fameuse Lost Decade, hein, comme aiment bien le dire les Américains, donc la décennie perdue, en fait, où on a enchaîné la crise, la bulle technologique des années 2000 avec la crise des subprimes en 2008. Faut savoir que là, le marché action, il a fait 0% de rendement. Donc vraiment, aucune création de valeur, aucune création de richesse. Là où comment dire, l'or a fait, il me semble, x5 ou x6. Ce qui fait que bah, vous investissez 10 000 euros sur, je sais pas, un S&P 500, au bout de 10 ans, vous avez 10 000 euros. Si vous investissez 10 000 euros dans l'or, au bout de 10 ans, vous avez 60 000 euros. Donc en fait, on voit vraiment que tout est cyclique, que chaque classe d'actifs finalement a ses avantages, ses inconvénients. En ce qui concerne l'or, on peut avoir un gros inconvénient finalement sur la volatilité en fonction des cycles. Mais parfois, il va s'avérer que c'est une classe d'actifs qui est très intéressante, là où peut-être les actions ou les autres classes d'actifs peuvent un petit peu galérer, on va dire, en termes de création de rendement. Et donc voilà, c'est pour ça que finalement, ça c'est un peu comment dire, oui, la conclusion, mais en gros, ce qu'on peut se dire sur l'or, c'est que quand on commence à investir, quand on souhaite créer de la richesse, quand on souhaite vraiment capitaliser avec un objectif vraiment de capitalisation sur le long terme, etc., l'or, c'est pas forcément l'actif le plus approprié. Parce qu'on va avoir un rendement qui va être un peu moins élevé que les actions, parce qu'on va avoir surtout des inconvénients comme la volatilité, le stockage ou les frais de gestion si on est sur des fonds. Alors qu'en fait, si on est sur des actions, bah voilà, on va avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Si on a du capital, on peut aller notamment sur du private equity, sur d'autres choses qui historiquement est beaucoup plus intéressant quand on est sur de très bons fonds. Mais quand on est dans une phase, par exemple, de préservation du capital, donc là, soit de préservation du capital, soit une phase de distribution, l'or, ça devient très intéressant, je trouve, pour venir compléter une allocation qui est déjà essentiellement composée d'autres classes d'actifs, donc les actions, les obligations, je sais pas, des hedge funds, sur d'autres choses. Parce que en fait, on remarque que collectivement, individuellement, l'or, c'est un actif qui a beaucoup d'inconvénients justement et pas trop d'avantages, mais collectivement, mis un collectif à une allocation qui est déjà complète, ça peut venir diminuer la volatilité. L'exemple des années 2000, entre 2000 et 2010, c'est un exemple qui est très bon parce que les actions font rien et l'or, lui, permettrait de compléter finalement cette allocation et de réduire la volatilité tout en ayant un meilleur rendement. Et donc venir réduire la volatilité totale du portefeuille, avoir un rendement correct, parce que l'or individuellement est quand même un actif qui a un rendement qui est correct, et finalement faire
de ce patrimoine-là dans le cadre d'une préservation de richesse, dans le cadre d'une phase de distribution, un patrimoine qui sera beaucoup plus pérenne, beaucoup plus viable sur une durée de temps donnée, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et Ouais. il y a un truc dont il faut bien se rendre compte parce que tout ça, on pourrait se dire, bon, bah, ok, dans la théorie, oui, d'accord, ok, j'ai fait 0% par an sur le S&P 500 sur 10 ans, c'est pas la fin du monde, etc. Dans la décennie perdue, là, de 2000 à 2010. Mais la réalité, c'est que 10 ans, c'est long. C'est vraiment très, 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 très long. Et on se rend pas compte, en fait, parce que, tu vois, nous, ça fait même pas 10 ans, entre guillemets, qu'on investit. Tu vois, on a presque 10 ans d'investissement, mais c'est déjà très long, en fait. En termes, on a vécu, mais énormément de choses. Et le fait de se dire, OK, j'investis, OK, énorme crise, moins 50% de tout mon patrimoine. Ensuite, je récupère, je suis content. Ben non, il y a une deuxième crise, il y a la crise des subprimes, etc. C'est mentalement, c'est insoutenable. Et donc, quand on a un gros patrimoine, en tout cas, c'est complètement insoutenable. D'où les deux clients qu'on a qui ont vraiment investi, par contre, depuis très 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 longtemps, qui ont connu cette décennie perdue, parce que c'est quand même assez rare. euh, Bah eux, ils nous racontaient justement cet aspect-là. Donc il faut pas négliger à quel point, et sous-estimer, je dirais, à quel point toute cette partie-là, elle peut être extrêmement difficile d'un point de vue psychologique. Donc dans ce cadre-là, il y a aussi l'importance de la diversification. Parce que quand on se dit, bon bah ok, on va faire je dis n'importe quoi, 6-7% par an de façon stable, bah il faut les faire en fait, ces 6-7% par an. Parce que même en investissant, entre guillemets, dans un truc qui fait soi-disant 10% par an, on a fait zéro pendant la décennie perdue. C'est pour ça très important d'avoir cette diversification, même une décorrélation totale, parce que quand l'un monte, l'autre descend, et à l'inverse, quand l'autre descend, l'un monte, hein, dans le cas de l'or et du marché américain par exemple. Mais c'est parfois aussi pour ne serait-ce que préserver sa charge mentale, enfin pouvoir dormir sur ses deux oreilles tranquille entre guillemets, et ne pas avoir ce côté où, enfin, en fait, on pète un câble. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand nos investissements sont beaucoup trop volatiles, ça, par contre, c'est 100% des gens qu'on connaît, que ce soit dans l'académie ou dans le cabinet, bah ils investissent pas tout. Parce Mm. que ils vont se dire, bon bah ok, je garde une épargne dans un truc vraiment zéro risque, fonds euro, etc. Le problème de ça, c'est que forcément, bah, c'est du gâchis, hein, le patrimoine ne travaille pas, se te fait manger par l'inflation, etc. Bon, tous les trucs, tous les problèmes qu'on connaît bien. Peut-être il y a un autre problème, ce serait intéressant d'en parler aussi pour l'or, c'est les contraintes de l'or. En gros, l'or, soit t'achètes de l'or physique, soit t'achètes de l'or papier. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il faudrait faire selon toi? Bah, pour le coup, il y a vraiment, ouais, il y a deux manières. Donc, soit l'or physique, où finalement on va venir acheter de l'or physiquement, on va devoir le stocker. Alors, soit on le stocke chez nous, soit on le stocke quelque part et à ce moment-là on paye un coffre-fort. Même chez nous, on peut payer un passif pour ça. Soit on l'achète en papier. Alors, l'inconvénient, les avantages, les inconvénients, je dirais qu'en physique, déjà c'est tout bête, mais en fait, quand on va acheter de l'or physique, on va souvent avoir un prix d'achat qui est beaucoup plus élevé que le prix Mm. d'achat sur le marché liquide qu'on peut avoir sur l'or. Donc on va payer souvent ce qu'on appelle des spreads, qu'en fait des frais de décalage, hein, si je peux appeler ça, de différence entre le prix d'achat et le prix de vente, qui vont être beaucoup plus élevés. Donc quand on achète de l'or physique, pour le coup, il faut vraiment que ce soit une détention qui soit extrêmement long terme, même une vision limite, j'ai envie de dire, générationnelle, quoi. Vraiment enfin, traverser des générations, des générations. Là, ça peut être intéressant. Euh, mais voilà, ça, c'est un principal inconvénient. L'avantage, c'est que bah, on possède l'or directement, on l'a en physique, on l'a vraiment chez nous, quoi. Euh, Ensuite, on va avoir donc l'or papier, ce qu'on appelle l'or papier. Donc, on peut investir via notamment des fonds, ce qu'on appelle des ETC, donc Exchange Traded Commodities, euh, l'équivalent en gros des ETF, hein, mais pour l'or et pour les commodités, pour les matières premières. Et pour le coup, là, on va avoir un titre de créance auprès de l'institution financière dans laquelle on investit. Donc, par exemple, on a un ETC qui est très connu, c'est celui de chez BlackRock, le iShares Physical Gold, assez connu. Cet ETF-là, enfin cet ETC, pour le coup, on peut le retrouver un peu partout. C'est un fonds qu'on peut retrouver un peu partout, qui a des frais assez faibles, donc ça va. Mais il faut savoir qu'on a un titre de créance. Donc, c'est BlackRock qui détient l'or et qui en fait a un titre de dette. Enfin, nous, on a un titre de dette auprès d'eux, donc ça veut dire qu'on a vraiment, on détient pas l'or directement, quoi. On a un papier qui dit qu'on détient, mais voilà. Euh, donc voilà un peu les deux différences. Je dirais que
euh, quand on a vraiment une fortune, c'est pour ça que souvent on parle de conseil en gestion de fortune, de gestion de fortune quand on parle de l'or, on pourra aborder après la question notamment Mm. des family office et de la pondération qu'ils accordent à l'or au sein des portefeuilles. Mais quand on a un très gros capital, on peut se permettre peut-être d'acheter de l'or physique si on veut vraiment une durée de détention qui est extrêmement longue. Mais sinon, de manière générale, j'ai envie de dire qu'on va plutôt privilégier des fonds parce que ça va être des frais qui sont plus faibles, ça va être moins d'inconvénients, moins de contraintes. On va juste avoir les frais de gestion et ça, voilà, aujourd'hui, ils sont très très faibles, donc ils sont très, j'ai envie de dire amoindris, très limités, quoi. Euh, Ce qui fait que ça joue pas vraiment sur la performance qu'on va avoir. Donc, euh, donc voilà, un peu les Il y deux a, manières qu'on a d'investir dans l'or aujourd'hui. Ouais. il y a autre chose, c'est ça pour le coup c'est pareil, c'est un cas qu'on voit des fois, c'est des gens qui ont besoin de ce côté psychologique, de voir de l'or. C'est-à-dire que, ok, je sais que j'ai sécurisé mon investissement. Euh, je, ça, c'est un truc. Enfin, c'est pour ça que ça dépend en fait, hein, des gens. On peut rien y faire entre guillemets. Ça dépend de votre profil, de comment vous êtes. Globalement, si vous avez ce besoin d'avoir de l'or chez vous, ou en tout cas de voir de l'or ou de posséder de l'or physiquement, bon bah c'est clair que les ETC, ça correspondra peut-être pas, parce que là vous êtes déjà vous êtes même pas propriétaire, parce que vous avez des créances, donc c'est différent. Et deux, vous allez pas, vous allez jamais voir cet or et vous allez, enfin, il va jamais être palpable entre guillemets. Le fait que ce soit palpable, moi je l'entends totalement. C'est un peu comme l'immobilier, hein. C'est pas pour rien que l'immobilier est le placement préféré des Français. Enfin, jusqu'à en faire vraiment, parce qu'au moment où on en fait, on se rend compte que effectivement c'est pas aussi magique. Mais mais en tout cas, si vous achetez de l'or physique, faites gaffe si vous l'avez chez vous, parce que forcément c'est pas sécurisé. Donc soit vous le stockez chez vous, et là faut faire gaffe. Faut être évidemment discret. Enfin, ça dépend du niveau d'or hein, que vous avez, mais faut bien le protéger évidemment. Soit vous le stockez en coffre-fort. Et ça, c'est des frais supplémentaires. Et là, tu l'as bien dit, Lucas, l'inconvénient principal de leur physique, en gros, c'est tous les frais supplémentaires qu'on se tape. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, c'est vraiment inconvénient sur inconvénient sur inconvénient. Et il y a certains services même qui s'occupent de le stocker, etc. pour vous. Dans certains services, vous pouvez voir l'or, dans d'autres, vous pouvez même pas le voir. Enfin, ça va vraiment dépendre. Mais voilà, ça c'est un peu pour les adeptes de l'or physique. Je veux voir, je veux le toucher. Chose que je comprends totalement, mais en tout cas, c'est quand même à prendre en compte. Et c'est vrai Euh, que, ouais, Vas-y. peut-être pour revenir un petit peu sur le côté psychologique, c'est vrai que c'est ultra important. Et il y a quelque chose, il y a un biais auquel on est vraiment soumis quand on commence quand on commence à investir, hein, qu'on soit, enfin, qu'on ait, comment dire, un horizon de temps, quel que soit le profil, quel que soit l'argent qu'on a, etc. C'est le biais de cohérence. Le fait qu'on ait tendance à surestimer nos capacités à agir de telle ou telle manière dans telle ou telle situation future. Ça veut dire que par exemple, quand on va commencer à investir, on va se dire, OK, bon, moi c'est bon, là je commence à investir pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai aucun problème avec ça, je vais investir, par exemple, je vais faire un DCA sur plusieurs années, etc., où je vais investir une grosse somme d'un coup et je vais fermer les yeux. Ça, c'est vraiment un biais de cohérence. Pourquoi? Parce enfin, on minimise vraiment ce côté de se dire comment est-ce qu'on va réagir réellement par rapport à comment est-ce qu'on se projette maintenant dans le futur. Et en fait, on se rend compte que, et ça, on se rend compte justement avec les personnes qu'on a accompagnées, soit même au sein du cabinet, soit même des personnes qu'on accompagne depuis longtemps au sein de notre académie, c'est que, au départ, les gens, ils se disaient, je vais commencer à investir, j'ai tel profil, j'ai tel horizon de temps, et voilà, je touche plus à rien. Mais au final, ils se rendent compte que, en fait, ils réagissent. euh, la planification ne se passe pas comme prévu, en fait. Et ils vont plus réagir sur le coup de l'émotion qu'autre chose et que parfois, 6 mois, un an, 2 ans après, ils auront effectué des mouvements, ils auront vendu, acheté d'autres actifs, etc. Ce qui fait qu'ils seront vraiment intervenus sur le marché, ils auront interrompu un petit peu leur stratégie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi fortement impacter finalement notre objectif de départ, parce qu'on va pas comment dire, suivre le plan de départ, mais on va plutôt dériver le plan de départ à gauche, à droite, en fonction des réactions qu'on va avoir sur le marché et en fonction de ce qui se passe sur le marché. Il ne faut pas oublier que, quelle que soit la classe d'actifs dans laquelle on investit, les marchés financiers, ils jouent énormément avec nos émotions, hein. Au travers des corrections qu'on peut avoir, des news macro qu'on peut avoir, à chaque fois qu'on va avoir une chute sur une classe d'actifs, que ce soit l'or, que ce soit, je sais pas, l'argent, que ce soit les actions ou quoi que ce soit,
on va avoir une multitude de news négatives qui vont être liées à cette chute-là. Euh, et notre raisonnement, nous, enfin l'objectif, c'est justement de discerner le vrai du faux, ce qui est à réellement prendre en compte comme information, comme bonne information, et ce qui est vraiment à mettre de côté parce que c'est pas important. Et, euh, et souvent, les marchés financiers réagissent sous le coup de l'émotion. Et ce biais de cohérence, faut vraiment, vraiment faire gaffe parce qu'on a vraiment tendance à surestimer notre capacité à agir de telle ou telle manière en fonction des situations, quoi. J'ai plein de conseils là-dessus. C'est hyper important d'en parler. Je pense que ce serait vraiment même intéressant d'en faire un sujet, un épisode à part entière, parce que quand on n'a jamais investi, on a tendance à penser que bon bah ok, il faut juste que j'apprenne comment investir. Après c'est réglé. Ensuite on investit. C'est un peu comme quand on n'a jamais eu d'enfant et qu'on a plein d'idées et le jour où on a des enfants, on se rend compte que va falloir un petit peu changer la manière dont on pense. Et ben il y a deux biais principaux, tu l'as pas, t'en as parlé, le biais de cohérence, hein. Donc en gros, c'est vraiment le fait de se surestimer entre guillemets sa capacité à rester sur sa stratégie qu'on a définie au début. Le deuxième biais, c'est le biais d'activité. En gros, c'est la tendance à vouloir toujours faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est très 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 classique, mais on l'a tous, hein. Même si on travaille pour l'avoir le moins possible, etc. On l'a tous. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux types d'investissements qui arrivent, on a un client du cabinet auquel on pense, on citera pas son nom, mais qui est beaucoup là-dedans justement et qui a mais un portefeuille comme ça en fait, avant qu'on retravaille tout ça. Et parce qu'à chaque fois, il investit dans un nouveau projet, dans une nouvelle opportunité entre guillemets, etc. Et le problème du biais d'activité, parce qu'on pourrait se dire que c'est pas grave, bah le problème c'est que en fait petit à petit on s'écarte un petit peu de sa stratégie de base, parce qu'il faut pas oublier pourquoi on met notre argent au travail. Quand on a du capital, qu'on veut le faire travailler, en gros, hein, c'est soit pour le préserver, c'est-à-dire le faire travailler au-dessus de l'inflation, faire en sorte d'avoir ce patrimoine qui soit là, etc. Soit pour le distribuer, donc d'en vivre de ce capital-là, soit pour le transmettre. Donc de transmettre aux générations futures, généralement les enfants. Et ça, faut pas oublier, faut toujours garder ça en tête. Donc c'est clair que c'est un sujet passionnant pour le biais d'activité. On a toujours tendance à vouloir faire des nouvelles choses, mais en tout cas, parce que comme tu l'as dit, l'académie existe depuis 2022. Donc depuis 2022 à 2022, bah, grosse chute avec la guerre en Ukraine. Ensuite, on a vécu la grosse remontée. 2025, on revit une chute. Donc forcément, on vit plein de choses et on le vit aussi avec les élèves. Donc c'est assez intéressant, on va dire, de voir l'évolution un peu de cet état. Donc c'est quoi un peu les conseils qu'on pourrait avoir par rapport à ça? Le premier, il est vraiment basique, mais genre ultra basique, mais diversifié, mais pas diversifié en mode biais d'activité, c'est-à-dire bah tiens, j'ai envie d'avoir un nouveau truc par-ci par-là. Non, créer une allocation qui soit équilibrée. En gros, avec une partie offensive, donc par exemple avec des actions, potentiellement du private equity, potentiellement certains fonds qui vont permettre d'aller chercher de la performance, etc. Et avec une partie défensive, par exemple avec des obligations, par exemple avec de l'or, c'est vraiment des exemples par-ci par-là. Typiquement, nous, c'est en 4 étapes. Je pense qu'on pourra aussi parler du framework asset peut-être dans un prochain épisode, de la manière dont on constitue un patrimoine. Mais cette allocation-là, gardez-la bien en tête et rappelez-vous pourquoi vous l'avez faite, d'accord? Parce qu'après, évidemment, ça va fluctuer. Évidemment, il y a un moment où l'or va complètement exploser, vous allez vous poser des questions. Un autre moment où le marché action peut-être va stagner, vous allez vous poser des questions. Mais si votre allocation, elle est bien fixe et elle est cohérente, ça c'est important. Deuxièmement, adopter une stratégie la plus passive possible. Moi, et ça c'est un conseil de toi, Lucas, j'ai supprimé j'ai supprimé tous mes courtiers, les trucs comme ça, et donc je galère à me connecter sur par exemple Interactive Brokers pour gérer mes investissements perso, enfin pro, et je galère à me connecter. Enfin, je dois retrouver mon mot de passe qui est stocké sur le téléphone de Julie, etc. Donc en fait, c'est vraiment une galère. Donc je le fais pas tous les jours. Et le fait de ne pas le faire tous les jours fait que du coup, je suis beaucoup plus détaché de ça. Et bizarrement, depuis que je fais ça, mes investissements se portent beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est peut-être c'est un conseil un peu bateau que tu avais partagé un peu comme ça, mais moi je l'ai appliqué depuis et je le trouve génial. Mais voilà, je pense que ça. Dites-nous, je sais même pas en commentaire ou un truc ou envoyez-moi un message privé si ça vous intéresse qu'on fasse un épisode vraiment sur la partie psychologique du réel. Parce que quand vous allez commencer à investir, et surtout quand vous avez un haut niveau d'épargne, d'accord, quand on investit 1000 balles, en gros, on s'en fout un peu. Quand on investit 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, c'est complètement différent en fait. Donc ça, c'est très important et il faut vraiment anticiper, entre guillemets, ce côté psychologique. Ouais, Euh, ouais, non, mais c'est clair. Mm. Lucas, peut-être, si on revient un peu dans le sujet,
concrètement, là, tu es obligé de te mouiller. Est-ce qu'il faut acheter de l'or aujourd'hui en 2026? C'est quoi ton avis? Alors si c'est vraiment, euh, moi j'avoue que je suis plus de, pour répondre vraiment de manière franche, je suis plus de l'école Warren Buffett. Euh, après, ça va Donc vraiment l'école de Warren dépendre de, Buffett qui consiste à ne pas avoir d'or. voilà, qui dit en gros que l'or c'est un actif qui, bah, en fait, ne crée pas de valeur sur le papier. Donc individuellement, avoir de l'or, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est voilà, réponse vraiment franche, individuellement. Tu, tu Par dirais la même contre, chose pour le Bitcoin? Parenthèse. euh, Là, je te demande de te ah, mouiller tu, énormément là. tu me poses une colle. Euh, J'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question parce que moi-même, je sais pas en fait. J'avoue que Ok. c'est, je pense qu'on pourra faire un épisode peut-être du coup Ouais, sur les sur le cryptos, ouais. sujet. Il y en a plein de choses à dire. Euh, c'est vrai que, mais pour revenir sur l'or, moi je suis plus de l'école, l'ancienne école Warren Buffett, où je préfère acheter des actifs qui travaillent, en fait, qui travaillent réellement, où il y a vraiment une valeur ajoutée derrière. Là où l'or, finalement, c'est une valeur ajoutée enfin, qui est nulle, qui est théorique, j'ai envie de dire. Mais derrière, il n'y a pas de réelle création de valeur, de création de richesse économique, une création économique derrière. Après, compte tenu de son historique, compte tenu de ce qu'il a fait par le passé, compte tenu du sentiment et de l'attache finalement émotionnelle qu'on a auprès de l'or, que l'humanité finalement a auprès de l'or, parce que c'est considéré comme une valeur refuge depuis des années, des décennies, des siècles, des millénaires, et ça c'est pas rien. Et je pense que ça c'est plus fort que finalement n'importe quoi. Enfin, si tant qu'il y a de la demande, tant que les gens sont attachés entre guillemets émotionnellement à ce type de valeur d'actifs, en fait, il y aura toujours de la demande derrière. Et si c'est l'actif qui, en fait, dans notre cerveau, quand on crie à la crise, etc., si c'est le premier actif qui nous vient en tête pour nous protéger, et que c'est toujours le cas, finalement, sur le papier, c'est une bonne idée d'en avoir. Parce que si tout le monde pense à or lorsqu'il y a une crise, finalement, c'est un actif qui permettra de décorréler des marchés et d'avoir une complémentarité, on va dire, dans notre portefeuille, dans un patrimoine. Donc je dirais que collectivement, individuellement, ça sert à rien. Collectivement, euh, associé à une allocation, c'est quelque chose qui peut être pensé, ouais. Donc, Hmm. Si on doit voilà. imaginer le truc, en gros, si vous créez une équipe de défenseurs, bah vous allez une équipe de foot de défenseurs, bah, ça va être très compliqué de gagner des matchs parce que c'est pas eux qui vont marquer le plus de buts. Donc évidemment, c'est toujours un sport collectif entre guillemets, hein, la gestion de patrimoine. Donc quand vous avez et des attaquants et des défenseurs, vous avez des gens capables de marquer des buts et des gens capables de protéger vos cages. Si vraiment on doit imager peut-être un petit peu le truc. Il y a aussi une affaire d'affinité personnelle, d'âge, d'horizon d'investissement, de gestion du risque, de plein de choses comme ça. Par exemple, peut-être que Lucas, dans ton cas, on pourrait se dire oui, mais regarde, t'es très jeune. Si quelqu'un de 50 ans regarde ça avec un, je sais pas moi, par exemple, 1 million d'euros, là aujourd'hui, est-ce que tu lui conseillerais d'avoir de l'or, tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Il y a vraiment cette notion de profil et la personne qui a beaucoup de temps devant elle, peut-être que c'est pas forcément pertinent. Par contre, la personne qui est dans une phase de préservation de richesse, de distribution, ajouter de l'or au sein d'un patrimoine, peut-être à hauteur de, je sais pas, de 5% sur deux choses, ça permettrait de venir Mhm. diminuer la volatilité globale, d'avoir une partie valeur refuge et voilà, d'avoir Mhm. une- un équilibre au sein de la location qui est un peu plus complète dans le cadre d'une phase de distribution et de préservation, quoi. D'ailleurs, on n'en a Moi, pas je suis... parlé, mais dans Ouais. les family office qui sont les, euh, les grands gestionnaires de très grandes fortunes, là on parle des fortunes à plusieurs centaines de millions, euh, les portefeuilles, enfin la pondération, la proportion d'or dans ces portefeuilles-là, donc des grandes fortunes, est aux alentours de 2%. Selon le dernier rapport alors je crois que c'est UBS, où on a les grands family office qui montrent leur allocation, on voit qu'il y a une grande partie en actions, une grande partie en dette privée, en private equity, en hedge fund, des actifs finalement très différents et
qui permettent là aussi une très forte complémentarité, mais on a du coup l'or qui a faible mesure, c'est autour de 2%, même pour les grandes fortunes. Donc on voit que Mm. finalement, voilà, c'est C'est peu très importe français le. aussi. Le côté Ouais, chercher la sécurité à tout prix, c'est quelque chose de très français. L'immobilier, par exemple, bon, bon, ok, c'est palpable, je le touche. L'or, c'est presque un investissement de boomer en fait. Hein. L'or, dans le sens où moi, on m'a toujours appris que l'or, au moins, c'est une valeur refuge. Alors, tu vois, j'ai zéro éducation financière, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'a été transmis. C'est vrai que moi je suis pareil, très critique on va dire vis-à-vis de l'or. Il y a beaucoup d'inconvénients qu'il faut pas négliger, notamment la volatilité, notamment le fait que c'est contraignant. Si tu as de l'or physique, bon bah faut le stocker ou alors ça te coûte de l'argent de le stocker. Si tu as de l'or papier, t'es pas vraiment propriétaire, etc. Ça crée pas de valeur. La rentabilité, elle est pas non plus énorme ou astronomique entre guillemets comme on pourrait avoir, surtout vis-à-vis de la volatilité. Mais bah ça reste un actif, comme tu dis, qui existe depuis 2000 ans. Donc il y en a pas d'autre en fait, au bout d'un moment, qui est autant prouvé que ça traverse toutes les fluctuations économiques. Donc c'est vrai qu'avoir de l'or dans un patrimoine, c'est hyper cohérent. Par contre, attention effectivement à tous ceux qui vont chercher, qui vont mettre du 10-15% de leur patrimoine dans de l'or, ça sert absolument à rien parce que ça va pas, c'est pas ça ce qui va vous enrichir ou ne serait-ce que préserver, on va dire convenablement votre capital. Par contre, effectivement, avoir jusqu'à 5%, comme tu as dit, les family office américains, donc les plus grands gestionnaires de fortune américains, eux mettent 2% maximum. À titre de comparaison, ils mettent 1% dans de l'art, 2% dans de l'or. Hein. Donc c'est vraiment dire à quel point l'or est entre guillemets minime dans les patrimoines des grandes fortunes américaines. Là, je dirais que jusqu'à 5%, c'est cohérent, parce que ça permet de diversifier, ça permet de se protéger, etc. Attention par contre à pas rentrer dans l'écueil d'avoir beaucoup trop d'or, parce que là, ça sert clairement à rien, et c'est pas comme ça que bah, vous allez pouvoir vraiment gérer votre patrimoine, quoi. ouais. Euh, Dernière chose aussi, parce qu'on a dit, ok, est-ce qu'il faut ou pas investir dans l'or? Mais on est sorti de la question qui est que l'or a fait en gros x2, hein, on l'a vu, un peu plus de x2 euh, depuis quelques années. Est-ce que c'est trop tard pour acheter de l'or pour quelqu'un qui, par exemple, aimerait acheter de l'or? Et si c'est pas trop tard, deuxième question, quelle est la meilleure manière? Bon, ça tu l'as dit tout à l'heure, selon toi, hormis la sensibilité personnelle, ce serait plutôt à travers des ETC par exemple sur de l'or papier. Bon voilà, si tu peux peut-être vraiment donner ton avis, je suis très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ouais. Alors par rapport à ça, c'est vrai que c'est difficile à se positionner parce qu'on est sur une classe d'actifs qui, encore une fois, c'est différent des actions, c'est différent des entreprises, par exemple. Si on regarde les actions, pour prendre un exemple assez simple, euh, on peut étudier la valorisation des sociétés. On prend ce qu'on appelle le ratio entre les bénéfices, enfin la capitalisation boursière mondiale et les bénéfices réalisés par les entreprises, et on va avoir à peu près, en gros, un ratio qui va déterminer si est-ce qu'on est cher par rapport à l'historique ou est-ce qu'on n'est pas cher par rapport à l'historique ou est-ce qu'on est dans la moyenne. L'or, vu que c'est un actif qui ne crée pas de valeur, ben on ne peut pas mesurer son prix par rapport à la valeur créée. Et donc un espèce de ratio qui pourrait permettre de savoir s'il est trop cher par rapport à son historique, pas cher par rapport à son historique, etc. Donc c'est très difficile. Et là où, par exemple, j'aurais aucun problème à investir au plus haut sur les actions, j'aurais potentiellement un problème, et c'est peut-être psychologique aussi, hein, d'investir au sommet dans l'or parce qu'il n'y a aucun repère. Finalement, il n'y a pas beaucoup de repères, on navigue un peu à l'aveugle. Euh, et donc voilà, j'aurais un peu plus du mal. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de se repérer sur la valorisation de l'or. Alors on peut essayer hein, par rapport à des critères macro, etc. Et moi j'aime pas trop rentrer là-dedans, je préfère vraiment rester factuel, simple, sans être simpliste bien sûr. Mais et, et donc de ce point de vue, c'est difficile de se positionner. Donc rien que pour ça, je dirais attention. Et si jamais on souhaite se positionner, peut-être pas le faire d'un seul coup, mais le faire de manière échelonnée pour vraiment essayer de lisser ce risque-là, parce que comme on l'a vu, l'or, c'est une classe d'actifs qui fonctionne par cycle et par cycle, par très longs cycles, des cycles beaucoup plus longs que celui des actions, ce qui fait que si on a le malheur d'investir au plus haut, même si la probabilité est faible, on peut se retrouver dans des cas où on
on n'est pas rentable pendant des années, des dizaines d'années. Euh, donc rien que pour éviter, éliminer ce risque-là, dans le cas, soit j'investirais pas, et j'investirais autre part dans des classes d'actifs qui sont tout aussi sûres et qui vont apporter une bonne rentabilité, soit j'investirais de manière échelonnée en DCA, etc. Donc, euh, donc voilà. Et toi, t'as une opinion là-dessus? Bah, l'or, l'or est cher aujourd'hui. L'or n'a jamais été aussi cher de toute l'histoire de l'humanité. Et n'a jamais été aussi cher, net d'inflation, de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même, on est à un cours de l'or effectivement qui est extrêmement élevé, mais on n'est pas devin et on rentrera jamais dans le truc de d'analyse, de signaux, de je ne sais quoi, qui va dire que oui, voilà les scénarios possibles, parce que en gros c'est toujours la même chose. Le scénario possible, c'est que soit ça monte, soit ça stagne, soit ça descend, mais il faut quand même avoir en tête qu'on n'a jamais acheté l'or aussi cher. Maintenant, évidemment, ça peut continuer de monter, d'accord? Et on n'est pas du tout devin par rapport à ça. Mais je partage totalement ton avis qui est de se dire, bon bah, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas se précipiter, il faut pas FOMO, c'est-à-dire vraiment se précipiter en ayant la peur de louper le train, entre guillemets. Mais si on veut absolument acheter de l'or, et si vous voulez absolument acheter de l'or, effectivement, pourquoi pas le faire par échelonnement? Parce que l'avantage de l'échelonnement, comme toujours, c'est que peu importe les scénarios, entre guillemets, on va lisser son prix d'entrée petit à petit. Et toujours en respectant la règle de pas plus de 5% du patrimoine. L'or, c'est là pour diversifier un patrimoine. C'est pas là pour créer de la richesse. C'est pas là pour s'enrichir. D'accord? Si vous voulez acheter de l'or en vous disant, ouais, ça va continuer d'exploser, c'est pas forcément le bon état d'esprit à avoir. C'est plutôt, ok, ça me permet de protéger une partie de mon patrimoine sur le long terme. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête et avec des limites. Donc à partir du moment où vous fixez des règles, bah normalement, vous pouvez jamais être vraiment déçu de ce que vous allez faire. Euh, Ouais. je pense qu'on a répondu à absolument tout. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas. Est-ce que t'as une dernière chose que tu voulais ajouter sur ce sujet ou pas? Euh, Tout à l'heure, tu parlais de des conseillers financiers, des conseillers en gestion de patrimoine. Je pense que c'est intéressant de faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, Si aujourd'hui vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un conseiller bancaire ou autre, n'hésitez pas à le challenger. Je pense que Mm. c'est très important. En fait, enfin, ce que disait Warren Buffett, j'adore cette citation. En gros, il disait Wall Street est le seul endroit où les gens qui se déplacent en Rolls-Royce viennent prendre des conseils des gens qui se déplacent en métro. Et en fait, et en fait, quand vous avez du capital, euh, un conseiller a tout intérêt, forcément, hein, quel que soit, voilà, à vous vendre tel ou tel produit. Je pense qu'il faut avant tout monter en compétence sur des sujets, s'informer, avoir un niveau de conscience qui est haut, augmenter son niveau de conscience, augmenter son niveau de compétence, et ensuite, pourquoi pas, se faire accompagner, avoir un œil extérieur, solliciter un partenaire financier, mais surtout le challenger. C'est vraiment en challengeant votre conseiller financier que vous allez pouvoir renforcer déjà la confiance ou pas que vous avez en lui et vraiment travailler main dans la main sur vos projets de vie, sur les projets de vie que vous avez, qu'ils soient financiers ou personnels, professionnels, peu importe. Mais là où finalement le placement financier et bien placer un capital, euh, bah, ça peut permettre vraiment de répondre à vos objectifs de vie. Et ça, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, n'hésitez pas à monter en niveau de compétences pour challenger les conseillers que vous avez. Et, euh, et voilà, je pense que c'est très important. Ouais. Ce serait intéressant. Bah pareil, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode qui parle de ça. Comment challenger son conseiller financier, par exemple? Quelles questions lui poser? Comment reprendre la main finalement sur ses finances? C'est très important. Et là, c'est deux conseillers financiers qui vous parlent. Donc vous voyez, on est vraiment aligné avec ce qu'on dit. C'est très important que euh, vous preniez toujours vous-même les décisions quand il s'agit d'argent. Vous ne pouvez pas déléguer entre guillemets la réflexion. Vous pouvez effectivement déléguer le fait que bon bah vous avez un vrai partenaire qui va vous aider, qui va vous donner des idées, qui va effectivement chercher à structurer, à améliorer soit vos performances, soit votre risque, etc.
mais vous serez toujours le maître et c'est surtout vous qui serez toujours le payeur de ces décisions. Donc c'est très important de challenger ça. C'est pas sexy de le dire, hein, c'est beaucoup plus simple de faire du clé en main, mais nous on adore être challengé et typiquement c'est un kiff et de toute façon on a toujours été dans la pédagogie. Donc on vous invite à faire de même. Dites-le nous si vous voulez un épisode là-dessus. On le fera, il y a pas de souci. Donc voilà, vous nous dites et puis même si vous voulez sur un autre sujet, bah, c'est avec grand plaisir. Merci Lucas, merci beaucoup pour ton intervention, c'était très cool, très intéressant. Et, euh, et puis bah à très vite au prochain épisode. À très vite.